Le puits où Buffalo Bill garde ses prisonnières dans l'Uvalde dans le film Le silence des agneaux provient du cas de Gary Heidnik. Interné dès son adolescence pour des problèmes mentaux, Heidnik effectue 22 séjours en hôpitaux psychiatriques. Au fil des ans, il est examiné par près de 150 psychiatres et il tente de se suicider à 13 reprises. Parmi ses tentatives, il fonce à moto et percute un camion, il tente de se pendre, il ingurgite à diverses reprises des médicaments et pulvérise une ampoule dont il avale le verre pilé. En 1968, il est âgé de 25 ans lorsqu'il tente d'assassiner son frère Terry à coups de planche. Quand il finit par lui rendre visite à l'hôpital, où l'on soigne ses blessures, Gary explique à Terry qu'il a eu beaucoup de chance. « Pourquoi ?» demande Terry. « Et si tu m'avais tué, Gary Heidnik ?» Reste un long moment avant de répondre. « Je mets ton corps dans une baignoire remplie d'acide afin de dissoudre les os. Il faut que je fasse très attention au mélange d'acide pour ne pas abîmer la tuyauterie. Au bout de 2 ou 3 jours, et s'il reste encore quelques os, je les scie avant de les disperser dans diverses poubelles du voisinage. » Heidnik suit des études dans une école militaire où il se montre fasciné par tout ce qui touche aux affaires et au monde de la finance. Il s'engage dans l'armée en 1962, mais on ne le garde pas suite à divers problèmes. Lors d'un examen, un médecin militaire lui demande pourquoi il a un ruban attaché autour du gros orteil. « Je veux attraper la gangrène. J'espère qu'elle va se propager à travers tout mon corps afin que je meure. » Malgré tout, Gary Heidnik passe à travers les mailles du filet et il fonde en 1971 sa propre église, la United Church of the Ministries of God, qu'il fait fructifier au point de s'acheter des Rolls, Cadillac ou Lincoln Continental. Arrêté en 1978 pour le kidnapping d'une retardée mentale noire de 34 ans, Heidnik passe 4 ans dans un établissement psychiatrique. En 1986, il s'achète une maison à Philadelphie dont il aménage la cave pour la transformer en un harem pour ses esclaves sexuels. En l'espace de quelques mois, du 26 novembre 1986 au 25 mars 1987, Heidnik kidnappe 4 jeunes femmes noires qu'il enchaîne, dénudées et affamées, pour les violer quotidiennement. Si elles se montrent rebelles, il les torture à l'électricité ou en leur enfonçant un tournevis dans l'oreille. À la moindre incartade, Heidnik les frappe à coups de manche de pelle. 2 d'entre elles meurent et sont démembrées. On le suspecte même de cannibalisme puisque des restes humains sont découverts dans une casserole de sa cuisine. Comme dans le cas de Jeffrey Dahmer, le célèbre cannibale de Milwaukee, Heidnik, est dénoncé par ses voisins qui se plaignent d'odeurs de putréfaction qui émanent de sa maison de Philadelphie. Il est condamné à mort le 3 juillet 1988 et est exécuté le 6 juillet 1999. Lorsque je le rencontre quelques années après sa condamnation à mort au State Correctional Institution à Pittsburgh, le directeur adjoint de l'établissement pénitentiaire me parle des conditions d'internement de Gary Heidnik. Il est en isolation dans cette aile du bâtiment, comme la plupart des autres prisonniers qui sont à peu près 100. Ce sont tous des assassins ou des informateurs qui ont besoin d'être protégés des autres détenus. Heidnik est seul dans sa cellule et il ne fait pas grand-chose. Il se contente de regarder le mur. Parfois, il lit la Bible ou gribouille des notes sur des feuilles, mais c'est assez rare. On l'emmène seul prendre sa douche, sinon il risque de se faire tabasser par les autres. C'est déjà arrivé. En ce dimanche après-midi, il y a une foule immense autour de la prison. Je me rends compte qu'elle se trouve à quelques centaines de mètres du Three Rivers Stadium, où joue l'équipe de football américain des Pittsburgh Steelers. Pendant tout le temps de cette première interview, certaines des déclarations de Gary Heidnik sont interrompues par les clameurs de ce stade de 80 000 places. 80 000 places. Le directeur adjoint m'explique que j'ai de la chance de rencontrer Heidnik car il a toujours refusé toutes les demandes des journalistes. Mais sachant cela, je me suis prémuni en joignant à ma demande un bref courrier d'un ami agent du FBI qui a déjà questionné le tueur. Lorsqu'il pénètre dans la minuscule salle sans fenêtre qui nous est assignée, je suis surpris par son apparence. Il mesure plus d'1,80 m et son nez épaté a dû être cassé autrefois, peut-être à la suite des agressions commises à son égard en prison. De tous les serial killers que j'ai pu rencontrer, c'est le seul à qui l'on ne retire pas ses menottes. Toutes les photos que je connais de lui dépeignent Gary Heidnik comme une sorte de gourou barbu et chevelu qui ressemble à un autre prophète du crime, Charles Manson, dont la secte a tué
Gagno a tué à Sharon Tate, l'épouse du cinéaste Roman Polanski. Mais comme Manson, Heidnik s'est fait raser la tête et quand le prisonnier F1398 s'avance vers moi dans son uniforme de prison, je constate qu'il possède lui aussi un regard halluciné qui capture littéralement ses interlocuteurs. Il émane de sa personnalité une sorte de magnétisme, aux limites de la folie. Manipulateur à l'extrême, Gary Heidnik prétend avoir du mal à comprendre certaines de mes questions, surtout quand elles le dérangent. Il affirme être un peu lent d'esprit, une déclaration qui va à l'encontre des tests qui évaluent son QI à 148, ce qui le classe parmi les plus intelligents des individus. Le commun des mortels a un QI évalué aux alentours de 90 à 95. Heidnik est quelqu'un qui vous met mal à l'aise. Même si rencontrer des tueurs de ce calibre n'est jamais une tâche facile, il a vraiment un regard qui vous cloue sur place et vous avez la très nette impression qu'il a la capacité de lire vos moindres pensées. Au fil des années, vous avez fréquenté de nombreux hôpitaux psychiatriques, un peu plus d'une vingtaine si je me souviens bien, et j'ai rencontré plus d'une centaine de psychiatres. Cela fait longtemps, monsieur, que Dieu vous parle. Depuis la fin des années 60. Comment se manifeste-t-il? Heidnik était très intense. Au début, il se contentait de me parler directement dans ma tête. Puis, une fois à l'armée, il s'est manifesté de plus en plus souvent. J'avais des sortes de crises, un peu comme de l'épilepsie, où Jésus a commencé à apparaître devant moi. Il était entouré d'un halo de lumière brillante. Mon corps devenait brûlant et j'étais alors traversé par une sensation de picotement. Nous avons eu d'innombrables conversations. Vous avez même déclaré que c'est Dieu qui vous donnait des tuyaux pour jouer en bourse. Il reste silencieux un moment. Je ne m'en souviens plus. Non, je ne pense pas. C'est Dieu aussi qui vous a dit de ne plus parler pendant 3 ans. Non, bien au contraire, c'est à cause du diable qui avait mis un biscuit dans ma gorge. Dieu devait croire que je ne suivais pas ses instructions et il m'a donc puni. C'était à quelle époque? Voyons, je suis resté muet, totalement muet, entre 1978 et 1981. Lorsque je suis passé devant la commission des libérations conditionnelles, j'avais préparé une lettre et des passages soulignés dans une Bible. C'est la lettre que vous avez signée, J.M. Kill. Kill signifie tuer en anglais. Je ne m'en souviens plus, mais c'est possible. Ce n'est pas volontairement que je signais J.M. Kill, c'était plus fort que moi. J'ai vraiment une impression bizarre en interrogeant Heidnik. À certains moments, je suis persuadé qu'il est complètement fou, tant il paraît sincère dans ses croyances les plus insensées. À d'autres moments, je suis sûr que c'est un manipulateur très doué. Mais il sait fort bien faire la différence entre ce qui est bien ou mal dans ses actes, notamment quand il s'agit pour lui d'évacuer toute responsabilité de ses crimes. Vous avez des souvenirs d'enfance? Mon enfance n'a pas toujours été très rose. J'étais quelqu'un de solitaire. J'avais l'impression d'appartenir à aucun groupe. Je n'avais pas de copains et je n'en ai jamais eu. Mes camarades de classe se moquaient constamment de moi. Il faut dire que j'avais une tête difforme et ils m'ont surnommé ballon de foot. Du coup, je préférais me tenir à l'écart et me réfugier dans la lecture. J'ai eu une vie imaginaire très riche. D'ailleurs, les rêves sont meilleurs que la réalité, rien ne cloche dans cet univers et vous en êtes le maître. À cette époque, je croyais être retardé mentalement. Ce n'est que plus tard que je suis parvenu à me convaincre que ce n'était pas le cas. J'ai redoublé une classe et j'allais recommencer quand mon père m'a pris en main pour parfaire mon éducation. C'est lui qui m'a donné l'amour de la lecture. J'adorais tellement lire que c'est devenu un problème par la suite. Les livres ont altéré mon sens des réalités. À 14-15 ans, je voyais encore le monde à travers les yeux de mes héros favoris, tels que Tarzan. Je pensais pouvoir vivre dans les bois, à chasser avec un couteau et un fusil, tout en me balançant d'arbre en arbre. Je me voyais quitter la maison pour adopter ce style de vie. Fort heureusement, il m'a suffi d'un coup d'œil aux arbres pour comprendre ma douleur et revenir les pieds sur terre, si je puis dire. Il rit de sa plaisanterie. Vous pouvez me parler de votre père. Mon père aimait la discipline. Il était très strict avec moi et mes autres frères. Il reste silencieux un long moment. Comme je vous l'ai déjà dit, je me considérais comme quelqu'un de retardé. J'avais du mal à apprendre et je consacrais beaucoup de temps aux matières les plus importantes. À l'époque, je n'avais aucune vie sociale. Pas d'amis, pas de booms, pas d'invitations, pas de nana, le zéro. Quoi, j'utilisais ce temps à étudier et à obtenir de bonnes notes pour satisfaire mon père.
Bien que Gary Heidnik soit très réticent à parler de son père et refuse d'en dire du mal, on sait, par divers témoignages lors de son procès, qu'il a été victime d'abus physiques sévères. Une fois, son père l'a même frappé à plusieurs reprises à la tête avec une planche en bois avant de le suspendre dans le vide par les pieds, du deuxième étage de l'immeuble qu'ils habitent. Et comment avez-vous fait pour comprendre que vous n'étiez pas un attardé mental ? Dans les années 60, j'ai suivi un cours sur la sociologie de l'enfant et l'enfant, à l'université de Pennsylvanie, et cela m'a été d'un grand secours pour comprendre pourquoi j'étais tellement paumé. Mais ça ne m'a pas expliqué pourquoi les gens me haïssaient tant. Je n'ai jamais eu d'amis, sauf ce type handicapé qui vivait sur la 40e rue, à Philadelphie. Je ne voudrais pas avoir l'air de me plaindre, mais où sont les personnes avec qui j'aurais pu avoir des contacts ? J'aime les gens, je veux également qu'on m'aime. Je déteste rester seul, mais on dirait que je n'arrive pas à maîtriser mes relations et avec les autres, et plus j'essaye, et plus je me plante. Les gens se servent de cette envie pour en tirer profit et abuser de moi. Ceci est une réaction typique de la plupart des serial killers, ils affirment toujours être des victimes de la société. Ils profitent de moi. La chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire, c'est de renoncer aux autres. Si je m'occupe de mes propres oignons pour vivre seul, et au travers de mes lectures, je parviens à éviter toutes sortes de conflits. Mais si je tente d'avoir une vie sociale, les problèmes me tombent dessus. Et ils sont parfois très graves. S'il n'y avait pas eu Tony, cet ami handicapé, personne ne serait venu à mon mariage. Je n'ai même pas organisé de réception. Pourquoi faire ? De toute façon, il n'y aurait eu personne. J'aurais dû m'appeler Gary le persécuté. Il parle sur un ton génial. Non seulement les gens me détestent, mais en plus, ils adorent me persécuter. J'invente rien. Et c'est pour remédier à cet état de fait que vous avez créé cette église, dont vous étiez le seul évêque pour être aimé. C'était en 1970 et je me baladais à bord d'une vieille Plymouth à Malibu, en Californie. Je voulais prendre un café et des beignets. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'avais faim et j'ai rencontré Dieu à Malibu. Il m'a dit de retourner à Philadelphie pour y fonder une église dont je serais l'évêque. J'ai suivi ses ordres sur le champ et j'ai roulé jour et nuit pour rejoindre Philadelphie. Mon église était presque entièrement composée de personnes handicapées, physiquement ou mentalement. Je ne l'ai pas fait exprès, ça s'est trouvé comme ça. Heidnik dit vrai, mais il ment aussi par omission. Il lui était plus facile de manipuler, de diriger et de contrôler des individus qui ne jouissaient pas de toutes leurs facultés mentales. Après tout, des personnes handicapées se sentent plus à l'aise parmi les leurs. Elles choisissent une église où elles ne vont pas craindre d'être ridiculisées. Je ne prêchais pas beaucoup, je laissais plutôt cette tâche aux autres. Je me contentais d'être un guide et de maintenir gentiment le cap. Grâce à des investissements, votre église est devenue assez riche. Au début des années 70, j'avais démarré l'église avec 15 000. Par la suite, il y a eu 125 000 en 1978 et ce pécule a grimpé à environ 500 000 de profit en 1983. Comme toute entreprise, il y avait un conseil d'administration de 5 membres qui élisait l'évêque. D'accord. Mais ce conseil d'administration était composé de gens que vous contrôliez de très près et qui vous ont élu à vie. Il est énervé par ma question. Tout a été fait dans les règles. Les statuts de l'église ont été déposés. Désolé de vous interrompre, mais je voudrais que vous me parliez des membres de ce conseil d'administration. En fait, vous les aviez choisis parce que vous pouviez facilement leur donner des ordres. Il y avait Evelyn Nelson. C'est elle qui élève ma fille aînée, Angélique. Evelyn est hospitalisée dans un établissement psychiatrique à Ancora. Elle a toutes sortes de problèmes psychiatriques et sa famille l'a abandonnée. Elle n'avait aucune ressource. En 1982-83, ses propres enfants l'ont laissé tomber et je l'ai recueilli pour l'aider. Maxine Jones a quitté le conseil d'administration et elle ne veut plus entendre parler de l'église. Dorothy McKnight a été ma compagne pendant 10 ans. Elle a environ 10 ans de plus que moi. Elle souffre de graves problèmes psychiatriques qui vont d'ailleurs en s'aggravant. Elle ne peut même pas aller au coin de la rue sans se perdre. Elle signerait n'importe quel document pour un paquet de clopes. Il rit. Et puis, il y avait moi et mon frère Terry Heidnik. Le conseil a élu l'évêque, élu à vie. Plus d'autres élections. La seule manière de changer d'évêque était qu'il meure ou qu'il démissionne. Dans notre église, c'est l'évêque qui dirige tout, les affaires séculaires
et ecclésiastique. C'est lui qui contrôle les finances et il n'a pas besoin d'en référer au conseil d'administration. Et c'est moi qui ai été élu. Il redresse la tête avec fierté. Comme je reste sans réagir, il ajoute « Après tout, c'est Dieu qui m'a ordonné d'agir ainsi. » Quel était votre plan en kidnappant ces femmes? D'abord, je ne les ai pas kidnappées et je ne leur ai pas fait de mal. Elles étaient pourtant enchaînées dans la cave de votre immeuble de Philadelphie. Personne ne l'a inventé, non? Je prends un risque calculé car il peut très bien décider de mettre un terme à cet entretien. C'était pour leur propre bien et il me fallait un peu de temps pour expliquer ce que Dieu voulait que je fasse. Vous savez, j'ai eu 4 enfants et, à chaque fois, une décision de justice me les a injustement retirés. Dans ces décisions de justice, il est mentionné que vous frappiez votre femme, puis votre compagne. C'est ce qu'elles ont dit. Mais c'était pour obtenir la garde des enfants. Revenons à ce plan divin. Dieu m'a dit que je devais obtenir 10 enfants de 10 femmes différentes. Elles devaient toutes tomber enceintes et accoucher de façon naturelle, à l'indienne. Pas de clinique ou d'hôpital. On a dit que je torturais ces femmes, mais moi je pensais à leur bien-être. Vous voulez une preuve? Je les ai avertis que pendant l'accouchement, et pour leur éviter toute douleur, je leur ferai boire beaucoup d'alcool. Par contre, je ne pourrai pas leur éviter de saigner abondamment. Tout ça, je leur ai dit. Je ne comprends pas pourquoi elles sont furieuses après moi. Pour parvenir à ses fins, Heidnik enchaîne ses 4 femmes dans la cave du 3520 North Marshall Street, à Philadelphie. L'une d'elles, Josefina Rivera, la plus ancienne des prisonnières, va même jusqu'à aider Heidnik dans ses actes de torture, afin d'obtenir des privilèges. Les jeunes filles sont attachées, à moitié nues, debout ou assises, dans le froid et l'humidité. C'est à peine si Heidnik les nourrit. Tous les jours, l'évêque descend au sous-sol pour exiger des faveurs sexuelles. S'il n'est pas satisfait, les prisonnières sont plongées dans un puits d'eau glacée où il fait passer du courant électrique par l'entremise d'un fil dénudé. Pour cacher les cris de souffrance, Gary Heidnik fait marcher à fond la radio. Pour éviter qu'elles l'entendent entrer ou sortir de la cave, le maniaque va jusqu'à leur percer l'intérieur des oreilles avec un tournevis. Josefina Rivera s'enfuit le 24 mars 1987. Et c'est grâce à son témoignage que la police de Philadelphie arrête Heidnik le lendemain. Elle n'est pas poursuivie par la justice pour les actes qu'elle a commis sous la contrainte. Selon le témoignage de Lisa Thomas, une des survivantes, Gary Heidnik démembre la victime Sandra Lindsay pour cuire certaines parties de son corps mélangées avec du riz et de la nourriture pour chiens. Le reste des morceaux est conservé dans le congélateur, où la police les retrouve lors de sa fouille de l'immeuble. Heidnik nourrit ensuite ses prisonnières avec l'infâme repas qu'il a concocté. « Comment avez-vous tué Sandra Lindsay? Je ne l'ai pas tuée. J'ignore comment elle est morte. Cela reste un mystère pour moi. » Il demeure silencieux. Je décide de le pousser dans ses retranchements, car il joue encore à celui qui ne comprend pas. Vous la kidnappez en novembre 1986, vous l'attachez debout dans une cave, vêtue d'une simple chemise en plein mois de février, avec pour unique nourriture du pain et de l'eau pendant plusieurs semaines. Elle ne dort quasiment pas et elle souffre d'une pneumonie et bicéchupta. Et vous affirmez ne pas comprendre comment elle est morte. De plus, le médecin légiste a indiqué que certaines parties de son corps portent des traces de torture. D'abord, au moment où elle est morte, elle n'était pas debout depuis longtemps. 1h30, tout au plus. La nuit précédente, elle était restée debout 12 heures sans qu'elle s'en porte plus mal. J'étais en train de regarder un film à la télé qui se passait en Australie. Il devait être 8 ou 9 heures du soir. Pendant une pub, je suis allé dans la cave. C'est à ce moment-là que je l'ai mise debout. Quand je suis remonté, 1h30 après, le film n'était pas encore terminé. Après une autre pub, je suis redescendu et Sandy pendait au bout de son bras attaché, les jambes pliées sous son corps et la tête penchée sur le côté. Et il n'y avait aucune préméditation de ma part, ni intention de tuer quiconque. C'est des conneries tout ça. Personne ne sait comment elle est morte. Elle s'est peut-être étouffée avec un morceau de nourriture ou a eu une crise cardiaque. Mais CE n'était pas un meurtre. Sa voix a monté de plusieurs crans. Il est très agité. Les témoins ont déclaré lors du procès que je n'étais même pas dans la pièce au moment du décès. Ils ont aussi ajouté que je n'ai pas étranglé, poignardé ou tiré un quelconque coup de feu ou quoi que ce soit d'autre. Déclarer qu'une paire de menottes est une arme du crime, c'est quelque chose d'insensé. Personne ne tue délibérément, il insiste sur ce mot, quelqu'un
avec une paire de menottes. Si vous désirez tuer délibérément quelqu'un, vous vous servez d'une arme à feu ou d'un couteau. Et mon but, mon plan, ce n'était pas de tuer quiconque, mais au contraire de créer la vie, avec plein de bébés. Lors du procès et dans les journaux, on a dit que j'avais suspendu Sandra Lindsay au plafond par des menottes. Rien n'est plus faux. Ses 2 pieds étaient solidement ancrés au sol et son bras était à angle droit, même pas allongé entièrement. Personne n'a besoin de me croire sur parole. C'est très facile à prouver. Le plafond se situait à environ 1,80 m et, vu sa taille, il n'y avait guère plus de 10 à 15 cm de marge entre sa tête et le plafond de la cave. C'est vrai, elle était obligée de rester debout, elle ne pouvait pas s'asseoir. Mais si rester debout est dangereux ou mortel, il y aurait beaucoup de morts dans les restaurants ou parmi les vendeuses de magasins. Il rit de sa plaisanterie. Elle a dû avoir une crise cardiaque, ou alors peut-être qu'une des autres prisonnières l'a tuée. Une hypothèse improbable, mais il ne faut écarter aucune autre possibilité. Cette théorie n'est pas si stupide quand vous savez que Sandy était une lesbienne. À un moment donné, j'ai même ordonné à Debbie d'apaiser les ardents désirs de Sandy. Il est tout à fait possible qu'une autre de ces femmes ait été tellement choquée par cet acte qu'elles ont décidé d'éliminer Sandy, plutôt que d'assister à la répétition de telles scènes. Encore une fois, Heidnik, comme la plupart des serial killers, évacue toute responsabilité de ses actes criminels, c'est toujours la faute des autres. Il s'estime une victime innocente. Et Debra Dudley, comment est-elle morte? Était-ce aussi un accident? Pour moi, sa mort est également une énigme. Ils disent qu'elle est morte électrocutée, mais à mon avis, c'est absurde. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Autrefois, quand j'étais gosse, j'aidais mon père à électrifier les maisons où il travaillait. J'ai reçu de très nombreux chocs électriques, même quand j'avais les pieds dans les airs. Je peux vous assurer que ce n'était pas agréable, mais je suis toujours vivant. Par contre, lorsqu'ils se propagent, les chocs électriques traversent la région du cœur. Quand une personne est frappée par la foudre, le courant les touche à la tête ou sur les bras pour traverser la région du cœur jusqu'aux pieds qui sont en contact avec le sol. Les bourreaux connaissent fort bien ce phénomène et lorsqu'ils électrocutent un condamné, ils appliquent toujours la charge à une électrode fixée à la tête. Et le courant s'en va par une autre électrode attachée aux chevilles. La mort intervient par le passage du courant dans la région du cœur. Maintenant, pour en revenir au décès de Debbie, ce n'est même pas moi qui suis responsable, mais Rivera. C'est elle qui applique le fil dénudé aux chaînes qui retiennent Debbie prisonnière et non pas directement sur sa peau. Ces chaînes sont fixées aux chevilles de Debbie, dont les pieds trempent dans l'eau. À aucun moment, le courant ne passe par la région du cœur. En plus, l'acier n'est pas un bon conducteur pour l'électricité, ce qui a eu pour effet de réduire de manière notable le choc de 110 volts. Pourtant, le médecin légiste indique bien dans son rapport que Debra, Donna et Lisa arborent des marques de brûlures électriques sur les chevilles. Elles ont donc bien été torturées à l'électricité. Il reste muet. Je n'ai pas bien compris. Vous pourriez me répéter la question en parlant un peu plus lentement? Je m'exécute. Debbie n'avait pas de brûlure sur les chevilles. Pareil pour Lisa et Agnès. Donna. En fait, le médecin s'est trompé. Il s'agit de plaies causées par les frottements des chaînes ou menottes. L'électricité n'a rien à y voir. Je suis d'ailleurs consterné par l'ignorance d'un tel type qui commet une bourde aussi énorme. En fait, il s'est contenté d'approuver tout ce que le procureur et les flics racontaient. À aucun moment des nombreuses heures passées en sa compagnie, Gary Heidnik montre un quelconque remords, pas plus qu'il ne reconnaît être responsable de quoi que ce soit. La seule déclaration en ce sens qu'il effectue est la suivante. « J'ai honte et je suis dégoûté par ce qui s'est passé. Je n'ai aucune intention d'écrire un livre sur le sujet ou de vendre mes mémoires. Toute cette publicité m'a valu d'être violemment tabassé à 3 reprises et d'atterrir dans le couloir de la mort en attente d'être exécuté. Vous ne vous considérez donc point comme un serial killer. Cela me fait beaucoup de peine que vous utilisiez ce terme de serial killer. Il paraît contrit et vexé. Je ne suis absolument pas un serial killer. Ces 2 morts ont été purement accidentelles. Il n'y a eu aucune volonté délibérée ou de préméditation de ma part. Bien au contraire, j'ai toujours voulu le bien de ces femmes. Mon mariage s'était détérioré et j'avais perdu la garde de mes divers enfants. J'étais à nouveau seul. Que pouvais-je faire dans mon état, qui est celui de quelqu'un de très perturbé? J'avais décidé de créer mon propre groupe social ou une famille, si vous préférez utiliser ce terme. C'était un groupe social où
j'étais l'unique mâle, le seul soutien de famille et d'un point de vue économique, en quelque sorte un patriarche. Et ce groupe était disponible 24 heures sur 24, d'autant plus que je ne parvenais pas à m'intégrer à un quelconque niveau de la société américaine, il a fallu que j'invente mon propre groupe. Il devait me fournir les choses dont j'avais besoin, l'amour, des enfantes, une compagnie, etc. À chaque fois que j'éprouvais le besoin de parler, elles étaient là. Où pouvaient-elles aller? Elles ne pouvaient pas s'enfuir. Il rit. Elles étaient bien obligées de m'écouter. Vous pensez sincèrement que vous leur faisiez du bien? Oui, bien sûr. Elles étaient retardées d'un point de vue mental et personne ne s'occupait d'elles. Prenez l'exemple de Josefina Rivera. Elle a pris 20 kilos et a stoppé toute prise de cocaïne. Selon le terme employé par Gary Heidnik, leur faire du bien consiste à les enchaîner nus dans une cave glacée, à les nourrir de boîtes de conserve pour chiens et à les forcer à se soumettre tous les jours à divers rites sexuels. Lorsqu'elles se révoltent, Heidnik les torture. Il est Dieu et elles sont devenues ses servantes. Il suit ses propres règles, une réalité qui lui est propre. L'évêque Gary Heidnik peut s'adresser à Dieu et prêcher des sermons à l'étage, pendant qu'au sous-sol des otages sont enchaînés nus dans un puits glacé. Dans un puits d'eau glacée. Il peut simultanément nourrir ses otages avec un infâme brouet et inviter ses paroissiens les plus déshérités à un somptueux repas en ville. Comme il me l'a souvent répété, après tout, ce n'était pas de ma faute, je cherchais juste à créer la vie. Et puis, ce n'est pas moi qui les ai obligées à me suivre, elles l'ont cherché. Au-delà des actes intolérables commis par Gary Heidnik, il paraît inconcevable qu'un tel individu ait pu être interné à 22 reprises, examiné par 150 psychiatres et arrêté de nombreuses fois par la police, sans que quiconque ne décide de mettre un terme définitif à ses activités. Dans un cas comme le sien, la société ne doit-elle pas partager une partie du blâme pour son refus d'intervention ? Heidnik ne demandait pas mieux que de rester enfermé dans un établissement psychiatrique à plusieurs reprises, il a même exigé par écrit qu'on le garde.